Alors ce matin, nous allons voir l'hermétisme et l'alchimie. On les unit toujours, on parle toujours de l'hermétisme et de l'alchimie ensemble, comme si l'alchimie était la suite logique de l'hermétisme. Je crois qu'ils n'ont en commun que la table d'émeraude, qui est soi-disant signée par Hermès, n'est-ce pas, et qui est la première charte des alchimistes au Moyen-Âge, ou tout fait au début du Moyen-Âge, et qui serait un texte ancien avec une signature de Hermès. C'est pour ça qu'on considère l'alchimie comme la suite logique de l'hermétisme. Et il y a toute une première moisson, tout un stock ancien d'écrits qui sont des écrits hermétiques égyptiens et qui traitent en général d'astrologie. Et puis ce sont aussi des hymnes à la divinité, en gros, prises en particulier. Ce sont la plupart du temps des dialogues. Il y a donc des dialogues, il y a des hymnes. Tout cela en égyptien, en démotique égyptien, c'est-à-dire en égyptien parlé, égyptien courant, qui étaient certainement d'une très grande valeur littéraire, parce que les Grecs les ont beaucoup admirés. Alors il y a donc toute une première génération d'écrits qui sont des écrits égyptiens. Alors ces écrits égyptiens, on n'en a plus aucun. Et on les connaît uniquement par ce que l'on appelle les hermética helléniques. Alors les hermética helléniques, c'est la traduction en grec, qui à l'occasion de sa transposition en pays hellénique, s'est donc appelé Hermès. Et nous allons voir pourquoi il s'est appelé ensuite Trismégiste. Et alors là, les Grecs ont d'abord transcrit, et puis ils y ont ajouté le fruit de leur méditation à eux. Et alors les écrits hermétiques sont devenus beaucoup moins hiératiques, beaucoup moins conjuratoires, et ils sont devenus beaucoup plus des écrits philosophiques, naturellement à la manière des Grecs. Seulement, il y a des Grecs instruits qui se plaignaient justement de cette transformation des écrits hermétiques, parce qu'ils n'y trouvaient plus la force violente des vocables égyptiens. Et ils disaient que les écrits, dans cette transposition, cette traduction grecque, avaient beaucoup perdu. Et il y en avait beaucoup qui s'en plaignaient. Des gens qui connaissaient probablement l'égyptien qui se plaignaient de ça. Il est vrai sans que cette langue égyptienne devait avoir une grande force incantatoire, n'est-ce pas, pour que les Grecs eux-mêmes se plaignent de ça. Alors, comme disaient ces Grecs-là, nous avons traduit ça dans notre langue de discoureur, n'est-ce pas, tandis que, évidemment, la langue égyptienne est une langue sacerdotale. Évidemment, on comprend la transposition, on comprend qu'il y a des Grecs intelligents qui se soient rendus compte qu'on avait atténué cette valeur hiératique des écrits primitifs. Alors, nous avons donc une deuxième moisson qui sont les hermética hellénistiques ou helléniques, n'est-ce pas, qui sont truffés, alors, de discours philosophiques, et puis également de leur propre vaticination mystique, parce qu'ils n'en manquaient pas eux non plus. Le délire sacré chez eux était chose assez courante. À l'article mystique du Vacant et Mangenot, vous avez ça, le momentum intelligentiae. C'est décrit d'ailleurs dans Vacant et Mangenot en prenant des extraits de différents pères de l'Église et puis auteurs ecclésiastiques qui en ont parlé, mais ils ne se donnent pas la peine de faire une synthèse. C'est un dictionnaire, n'est-ce pas, je ne leur reproche pas. Alors nous avons donc une deuxième moisson donc d'écrits d'hermética hellénique. Alors comment est-ce que nous les connaissons? Eh bien, il y a un corpus hermeticum, ça s'appelle comme ça, le corpus hermeticum, qui est un recueil d'écrits grecs, puisqu'il ne nous reste plus les anciens écrits égyptiens. Parmi ce recueil, la pièce la plus importante, c'est le Poimandrès. Poimandrès, ça veut dire pasteur d'hommes. Poimen, ça veut dire pasteur, et aner andros, ça veut dire homme. Poimandrès, ça veut dire le pasteur d'hommes. Comment Poimandres. Quelquefois on met
P-O-E, mais enfin, c'est plus facile de le prononcer avec P-O-I. P-O-I-M-A-N-D-R-E-S, Poimandres. Parce que je crois que Poimen, ça s'écrit avec un E en grec. C'est pour ça que ceux qui le traduisent directement le mettent comme ça, mais enfin, la plupart du temps, on met un I. Alors, ce Poimandres, c'est la partie la plus importante, c'est un dialogue entre ou avec Hermès. Alors il y a d'autres, dans le Corpus Hermeticum, il y a évidemment d'autres pièces que le Poimandres, mais ça, c'est la pièce la plus importante. Elle est pas, vous savez, c'est une pièce qui doit avoir une trentaine de pages, même pas. Et puis nous avons un deuxième recueil, c'est le Stobé. S-T-O-B, B-2-E, B-E-E, Stobé. Stobé était un grec de l'ère chrétienne, du 5e siècle de Jésus-Christ, qui faisait des recueils pour l'instruction de son fils. Et il avait fait des recueils comme ça de poètes grecs, de philosophes grecs, et il avait fait des recueils d'écrits hermétiques. Et alors, il y en a certains qu'on trouve déjà dans le Corpus Hermeticum, mais dans le Stobé, on trouve aussi d'autres pièces, ce qui enrichit le stock de nos connaissances hermétiques. Et puis, il y a aussi des gens qui ont fait un autre recueil, alors, qui avait échappé au Stobé, et c'est le recueil qu'on appelle les Dits d'Hermès, D-I-T-S, les Dits d'Hermès. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Et puis il y a une autre pièce alors, qui en plus du Corpus Hermeticum, du Stobé et des Dits d'Hermès, il y a une autre pièce latine alors, traduite en latin, que nous n'avons pas en grec, parce que tout le reste c'est en grec, tout ce que je viens de vous dire. Mais celle-ci, en latin, ça s'appelle l'Asclépios. A-S-C-L-E-P-I-O-S, l'Asclépios, qui porte aussi le nom de discours parfait. On l'appelle le discours parfait. Alors voilà donc les différentes pièces qui nous permettent de connaître l'hermétisme ancien, l'hermétisme de l'Antiquité, c'est-à-dire le vrai hermétisme dénué de toute cette espèce de fantasmagorie subversive dont on l'entoure maintenant. On parle de l'hermétisme, ça paraît une espèce de monstre vague, on ne sait pas où ça commence et où ça finit. Mais, si, des gens comme Festugière, d'ailleurs un dominicain, qui sont extrêmement calés sur ces questions d'hermétisme, on fait des traductions. Festugière est un type remarquable. Je ne sais pas si tous ces jugements de valeur actuellement seraient à suivre, mais en tous les cas, sa compilation est absolument épatante. Il a fait une compilation des écrits hermétiques qui est tout à fait bien. Et même ces jugements, vous savez, ces jugements en tout cas historiques, ces jugements religieux, je ne sais pas. Alors ça vous fait donc 3 générations, voyez-vous, d'abord les écrits égyptiens que nous avons perdus, puis les hermética helléniques. Il faudrait peut-être mettre une génération un peu spéciale pour l'Asclépios, mais enfin on se contente de le nommer comme ça sans en faire une véritable génération particulière. Alors il y a des compilations actuelles qui ont paru. Il y en a une qui a été publiée par Marcille Ficin en 1471. 1471, vous voyez, c'est déjà vieux. Il a publié déjà Marcille Ficin parce qu'il commençait à être très friand de ces choses-là. Et alors, il a fait une première compilation. La Festugière, alors tout récemment, il n'est peut-être pas encore mort, il est vieux par exemple. Mais il est mort il y a à peu près 2 ans. C'est ça, oui. Oui, ça ne m'étonne pas parce qu'il était déjà vieux. On a fait une aussi. Et puis il y a un nommé Louis Ménard qui a fait aussi un livre intitulé Hermès Trismégiste où on trouve presque tout. Et puis il y a un autre aussi, Louis Mahé, lui a fait une édition des Hermès en Haute-Égypte, mais ça c'est un peu spécial. Ce sont les écrits hermétiques retrouvés à Nag Hammara, c'est-à-dire les écrits hermétiques qu'on a trouvés en Haute-Égypte du côté de Thèbes, un peu en amont de Thèbes, d'ailleurs un peu loin de Thèbes. Nag Hammadi, je veux dire, pas Nag Hammara, Nag Hammadi. Nag, N-A-G, puis Hammadi, H-A-2-M-A-D-I. Là, on a trouvé un stock, et Festugière, et puis alors un autre qui s'appelle Dorès, ont prouvé qu'il s'agissait d'un stock fait par des moines orthodoxes, des moines vraiment catholiques, chrétiens,
Et alors, dans tous ces écrits, il y a une incontestable mystique, un fond des mystiques païennes. Mais il y a aussi une religiosité intense, une piété à l'égard du Créateur et du Père Créateur, qui est curieuse et qui paraît réelle, n'est-ce pas? Et qui fait que beaucoup de pères de l'Église aimaient citer Hermès comme ils citaient Platon. Ça, c'est étonnant. Par exemple, j'ai vu récemment dans Lactance, il y a tout un tas de citations. Il cite Hermès. On trouve aussi l'idée de l'Ogdoade, qui vient des éons de Platon. Oui. On trouve des idées aussi sur la nécessité de l'ascèse. C'est ainsi qu'il y a les 12 bourreaux. Les 12 bourreaux, ce sont 12 formes d'ascèse qui doivent permettre de tuer en nous les 12 vices, parce qu'ils en comptent 12, n'est-ce pas? Alors, il y a 12 bourreaux pour tuer les 12 vices. Tout ça, ce n'est pas franchement mauvais, et on trouve la notion d'ésotérisme hermétique. Alors des explications ésotériques en plus des explications de l'orthodoxie du magistère. C'est toujours ça qu'il y a. Et puis alors on trouve l'idée de confrérie hermétique. Alors ça c'est un gros problème. Y a-t-il eu des confréries hermétiques? Ben, il est probable qu'il y en a eu. Ils aimaient beaucoup se réunir. Il y avait des confréries autour de tous les centres comme Delphes, comme Cumes, comme partout où il y avait des pythis. Eh bien il y avait des confréries plus ou moins initiatiques. Et puis alors une dernière chose pour en finir avec ces écrits hermétiques, les idées sont brouillées maintenant à cause du pasteur d'Hermas. Parce que Hermas, n'est-ce pas, c'était son nom, a fait un écrit qui est resté longtemps au moins paracanonique. On l'a même considéré pendant, je crois, une cinquantaine d'années comme faisant partie du corpus des Écritures. Et cet écrit d'Hermas, je ne sais pas s'il est père de l'Église, ça s'appelle le Pastor. Et alors on le confondait avec le Poimandres. Alors le Poimandres des écrits, des Hermetica hellénistiques et le Pastor d'Hermas ont été souvent confondus, au moins verbalement. Et encore maintenant, dans la littérature subversive, il y a des gens qui s'amusent à maintenir cette confusion en citant le Pastor d'Hermas exactement comme s'il s'agissait d'Hermès. Alors c'est dommage, mais enfin je vous signale la distinction parce qu'elle est importante. Alors le Pastor d'Hermas n'est pas resté dans le canon des Écritures sur les objurgations de Saint Jérôme, qui a dit ne canonisez pas ce truc-là, c'est très mauvais, c'est hyper moralisant. C'est très moraliste, c'est beau d'ailleurs, parce que c'est antique, parce que c'est vraiment de la littérature paléo-chrétienne très puissante, n'est-ce pas? Mais c'est hyper moralisant, et il y a des bizarreries. Enfin, Saint Jérôme a réussi à obtenir que ça ne soit pas compté au canon des Écritures. Mais à un moment donné, ça a été à deux doigts. C'est tout ce que nous avons à dire de l'hermétisme proprement dit, l'hermétisme antique, c'est-à-dire celui que je considère moi comme authentique, n'est-ce pas? Alors ces écrits-là sont passés dans l'oubli. Vous pensez bien que des écrits comme ça, même très poétiques, ça passait au second plan, on s'en est pas occupé. Les scolastiques, ils s'en fichent pas mal de ça. Alors du point de vue littéraire, c'est pas laid, si vous voulez, c'est pas laid, c'est loin d'être désagréable. Ça justifie que des gens comme Lactance aient cité Hermès comme on cite Platon, ça justifie, mais enfin, c'est une explication qu'on peut donner comme ça. Et alors ce qui a fait qu'on a considéré l'alchimie comme la suite de l'hermétisme, eh bien, c'est tout simplement la table d'émeraude dont je vais vous donner lecture maintenant. Maître. C'est cette formule latine, vous savez, voyons, c'est visita interiora terrae rectificando invenies, tu trouveras les mesures de l'univers. Je ne sais pas comment c'est en latin. C'est-à-dire, visite l'intérieur de la Terre et après avoir rectifié, tu trouveras les mesures de l'univers. Voilà.
Et ça vient de la table d'émeraude. La table d'émeraude, je m'empresse de vous le dire, a plusieurs versions. Bien entendu, toutes ces choses-là, c'est jamais une version unique. Vous en trouvez un jour une version dans un livre, et puis la version d'après dans un autre livre, vous la trouvez, c'est pas tout à fait la même. Je ne sais pas comment ils s'arrangent pour citer leurs affaires, c'est comme ça. Alors là, je vous en ai donné une qui est approximative, mais qui ne comporte pas cette formule. Enfin, je sais qu'elle y est, puisque je l'y ai vue. Celle que j'ai repérée là, c'est... Donc voici la lecture de la table. C'est pas long, ça. Ceci est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Par ces choses se font les miracles d'une seule chose. Et comme toutes les choses sont proviennent de un, par la médiation de un, ainsi toutes les choses sont nées de cette chose unique par adaptation. Le soleil en est le père, la lune en est la mère, le vent l'a porté dans son ventre. La terre est sa nourrice et son réceptacle. Le père de tout, le télème du monde universel est ici. Sa force ou puissance reste entière si elle est convertie en terre. Tu sépareras la terre du feu, le subtil de l'épée, doucement, avec industrie. Il monte de la terre et descend du ciel, et il reçoit la force des supérieurs et des choses inférieures. Et toute obscurité s'enfuira de toi. C'est la force, forte de toute force, car elle vaincra toute chose subtile et pénétrera toute chose solide. Ainsi, le monde a été créé, et de cela sortiront d'admirables adaptations, desquelles le moyen est ici donné. C'est pourquoi j'ai été appelé Hermès Trismégiste, ayant les trois parties de la philosophie universelle. Ce que j'ai dit de l'œuvre solaire est complet. Fin de citation, c'est ainsi que se termine la table d'émeraude. Et alors, il y a un paragraphe à peu près au milieu, où il y a Visita Interiora, etc. Ce que je viens de vous dire. Il y a l'idée d'une puissance qui s'élève de la terre, tout ça, c'est pas clair, tout ça. Puis alors, la bizarrerie de la forme. C'est ce qu'on appelait la table d'émeraude, c'est la charte des alchimistes. Alors, ils reprennent des phrases de ça, et ils s'en servent de recettes, etc. Ça date de quand, ça ? Comment ? Peut-être que ça a été écrit, ça ? Oh ben, il n'y a pas de date, ça, je ne sais pas, ils répètent tout ça. Il paraît qu'il y a une version analogue en Chine, on a trouvé une version analogue en Chine. Alors, ça doit être très vieux. Alors on trouve donc le même texte en Chine. Alors les plus anciens textes font déjà état de spéculation sur la matière, sur les possibilités de la transmutation. Car voilà, le problème qui va nous occuper, c'est la transmutation de la matière. Alors ce matin, nous allons voir comment ils espèrent transmuter la matière et dans quelles intentions métaphysiques, n'est-ce pas ? Et puis cet après-midi, nous verrons la transformation de l'individu. Il y a une alchimie opérative qui veut transmuter des métaux, puis autre chose aussi en plus, tout ça. Et puis il y a une alchimie spéculative, spirituelle, qui veut transformer l'individu en un autre individu. Enfin, nous allons voir tout ça. Et les deux alchimies sont aussi importantes l'une que l'autre. Il y a des doctrinaires comme par exemple Julius Evola qui fait un trait complètement sur l'alchimie opérative en disant qu'elle ne vaut rien, que seule l'alchimie spéculative et spirituelle est intéressante. Mais il y en a d'autres comme Raymond Abellio qui au contraire disent mais pas du tout, l'alchimie opérative est très importante. Et en effet, et je ne suis pas le seul parce que j'ai bien... Alors un des premiers à s'être occupé de cette alchimie, n'est-ce pas, c'est un nommé Zosime de le Panapolitain. Zosime le Panapolitain. Il avait fait un traité qui s'appelle le traité des fourneaux. Alors il a eu un disciple qui a relaté l'existence déjà de deux poudres de projection. Nous allons voir ce que sont les poudres de projection. Il avait déjà créé une poudre de projection blanche et une poudre de projection rouge.
Parce qu'on peut tirer de la pierre philosophale toutes sortes de choses, comme nous allons le voir, et en particulier l'élixir de longue vie. Ce qui fait que les alchimistes ont la particularité de disparaître et de ressusciter. C'est une des choses que... Enfin, ils prétendent, parce que vous pensez bien que c'est pour moi qui vais souscrire à tous ces trucs-là. Alors, en résumé, dans l'Antiquité moyenâgeuse, enfin au début du Moyen-Âge, on a donc une discipline qui se crée, qui est plus ou moins mystique, ésotérique et initiatique. Alors on en arrive au Moyen-Âge, enfin, avec Albert le Grand, qui a eu la réputation d'être alchimiste, lui aussi, parce qu'il s'était occupé de magie, et bien forcé qu'il était, parce que les intellectuels en étaient imprégnés de ces notions de magie. Connaissances en minéralogie, les traités d'Albert le Grand, c'est pas moi qui vais vous les apprendre, hein, parce que comme c'est le professeur de saint Thomas d'Aquin, hein. Alors saint Thomas d'Aquin aussi en a parlé de l'alchimie. Il s'est posé la question de savoir, il en a parlé d'ailleurs incidemment, enfin il en a quand même parlé comme il savait faire, avec autorité, et il en a parlé à propos du négoce que l'on faisait avec l'or hermétique. Il s'est posé la question de savoir si on pouvait vendre et acheter de l'or hermétique. Et je vous avoue franchement que je ne sais pas ce qu'il a répondu à cette question. Mais je sais qu'il s'en est occupé. Il s'est occupé de ça. Et vous qui avez les traités de saint Thomas d'Aquin, vous pourriez peut-être rechercher à une occasion comme ça. C'est pas la peine de donner trop de mal pour ça. Mais enfin, qu'est-ce qu'il en a dit? Est-ce qu'on peut en vendre ou pas? Mais enfin, ça prouve quand même que il s'est occupé de la question et c'était pas si illusoire que ça, n'est-ce pas? Du moment que saint Thomas d'Aquin s'est penché là-dessus, c'est que, enfin, réaliste comme il l'était, il ne se serait pas mis martel en tête comme ça, pour rien du tout. Alors on a cité des tas d'alchimistes qui ont été en même temps des esprits religieux, comme nous avons vu les précurseurs des kabbalistes de la Renaissance, c'était des esprits religieux. Nous avons Arnaud de Villeneuve, nous avons des gens comme Raymond Lulle, comme Basile Valentin, comme Nicolas Flamel, et puis comme Roger Bacon. Tout ça, Roger Bacon était quand même supérieur des franciscains. Enfin, quand les alchimistes de maintenant, aussi véreux qu'ils soient, donnent la liste de leurs ancêtres, ils prennent bien soin de faire figurer tous ces esprits-là, qui étaient semi-religieux, semi-un peu curieux de choses, parmi leurs ancêtres, parce que ça leur donne de l'assise. Alors, Roger Bacon était né à Oxford en 1294, n'est-ce pas? Il s'est beaucoup occupé de sciences expérimentales. Alors, comme les sciences expérimentales n'étaient pas très quantitatives à ce moment-là, naturellement, il s'est occupé de magie. Quand on fait des expériences sur les mélanges, sur les mélanges compatibles ou incompatibles, sur les solutions, sur les vapeurs, assez facilement on fait de la magie. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Speculum Alchimiae, le miroir de l'alchimie. Voyez-vous, seulement alors c'était le miroir de la chimie. C'était mélangé à cette époque-là. Alors comme alchimiste, alors on cite donc Arnaud de Villeneuve, dont je vous ai parlé, ce Raymond Lulle, mais je vais passer rapidement là-dessus, voulez-vous. Nicolas Flamel, c'est celui-là l'autre jour, dont je me suis trompé de nom, là je le confondais, mes idées se brouillent, j'en embrasse tellement, je le confondais avec Guillaume Postel, mais non, c'est Nicolas Flamel, dont je vous parlais comme étant écrivain public à Saint-Jacques-de-la-Boucherie, en 1330, n'est-ce pas? Enfin, il est né en 1330, et il était écrivain public, là. Il avait fait un rêve, donc. Alors, un ange lui apparut, tenant à la main un gros livre, avec une couverture de cuivre. Je ne dis pas de cuir, de cuivre. Alors, cet ange, tenant ce livre avec une couverture de cuivre, il dit « Flamel, Flamel, regarde ce livre, tu n'y comprends rien, ni toi, ni bien d'autres, mais tu y verras un jour ce que nul n'y saurait voir. » Et alors, Nicolas Flamel se réveille, il est frappé par ça, et quelques temps après, il trouve chez un bouquiniste un gros livre qui ne contenait que 3 fois cette feuille. Alors il achète ça, il y avait des dessins dans ce livre, dont celui
d'un serpent s'engloutissant, c'est-à-dire le serpent Ouroboros dont nous avons parlé l'autre jour. C'est le serpent qui se mord la queue et qui se mange lui-même. Alors il y avait tout un tas de dessins là dans son livre à 3 fois 7 feuillets. Enfin, c'est la légende. Puis naturellement, comme tous les alchimistes, il a disparu. Alors nous arrivons à un autre qui est assez connu comme alchimiste, oui, c'est un moine bénédictin d'Erfurt qui s'appelait Basile Valentin, à ne pas confondre avec Valentin, le grand gnostique du IVe siècle. Alors lui, il a écrit des livres dont les noms sont toujours extraordinaires, j'admire ces noms de l'époque du XVe siècle, là. Les 12 clés de la philosophie, et puis il y en a un autre qui s'appelle Le char triomphant de l'antimoine. Oh, oh. Ils se réunissent à un moment donné, puis tout d'un coup, ça disparaît tout ça dans la nature, ça reparaît après, ça c'est excessif. Mais les alchimistes ont des mœurs curieuses qui ne sont assimilables à aucune autre secte. C'est spécial d'un bout à l'autre, l'alchimie. Puis alors on arrive au XVIIe siècle en plein, alors c'est un grec qui s'appelle Lascaris, vous pouvez le noter, Lascaris, parce qu'il y en a beaucoup qui se réfèrent à Lascaris. Alors lui, il était doté d'une chose qui n'est pas très fréquente chez les alchimistes, il était doté d'un prosélytisme alchimique considérable. Il voulait faire des missionnés, alors il a distribué de la poudre de projection à une quantité énorme de types qui se sont mis à faire, et alors vous voyez, ce sont ces poudres de projection qui ont fait tous ces aventuriers comme Cagliostro, comme tout ça, comme le comte de Saint-Germain, tout ça, tous ces gens-là étaient porteurs de poudre de projection. Alors il faut voir les chroniqueurs du XVIIIe siècle, quand ils font état de ces colloques avec des gens qui vous apportent en catimini de la poudre de projection, ils vous en donnent un petit peu. Alors décrire la manière du XVIIIe siècle, c'est tendance, il y a des scènes qui sont très curieuses. Puis alors, il y a beaucoup d'Allemands qui s'en sont occupés. Puis alors on en arrive à un alchimiste, alors qui, à mon avis, est l'alchimiste type, moderne, c'est Fulcanelli. Fulcanelli, Fulcanelli. Alors naturellement, dans son nom, à la fois Vulcain et Élie. Vulcain, Fulca, n'est-ce pas, et Vulcan, et Vulcain et Élie. Alors il y a 2 ouvrages, Le mystère des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand œuvre. C'est un de ces types qui se sont lancés sur le symbolisme chrétien. Alors il y a du vrai, beaucoup bien sûr, il y a une religiosité, mais en plus de ça, je ne sais pas bien prendre le problème, mais je pressens qu'il y a quelque chose de véreux là-dedans. Enfin, voyez-vous, là, écrit par Fulcanelli, un type qui a disparu lui aussi. On ne sait plus ce qu'il est devenu, Fulcanelli. Après, enfin, vous allez voir sa vie, on va la raconter un peu. Les mystères des cathédrales et l'interprétation ésotérique des symboles hermétiques du grand œuvre. Il voit le grand œuvre dans les chapiteaux des cathédrales. Et il a réussi à nous convaincre que tout ça, c'est l'œuvre des francs-maçons du Moyen-Âge, vous savez maintenant, alors que c'est absolument faux. Il faut s'insurger contre ces trucs pareils, parce qu'ils vont tout nous faucher. Alors en 1930, il a publié un bouquin qui s'appelle Les demeures philosophales et le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'art sacré et l'ésotérisme du grand œuvre, encore une fois. Les demeures philosophales et le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'art sacré. Puis il y a d'autres livres aussi dont les titres sont très significatifs. Bon, c'est peut-être pas la peine, plus ça en fait trop tout de même. Alors il prétend avoir découvert une autre méthode pour fabriquer la pierre philosophale. Alors la pierre philosophale, on va être obligé d'en parler un peu, bien entendu. Mais j'ai trouvé 36 façons de la fabriquer. Pas que je doive en user moi-même, mais enfin, pas une définition de la pierre philosophale ne ressemble à la précédente. Et pas une façon de la faire ne ressemble à la façon de la faire que l'on vient de quitter. Tout ça, c'est effrayant. Et alors, je crois que, puisqu'il faut en venir aux généralités quand même, que l'alchimie, c'est une forme de la magie. Une forme de la magie qui crée entre la matière que l'on veut traiter et le sujet, l'alchimiste qui la traite, une espèce
de lien mystique, c'est-à-dire qui attache l'alchimiste à sa substance. Sa substance, il va la collecter dans ce qu'il appelle la mine. Mais la mine, il la trouve par des voies mystiques. Et la mine, il faut qu'il soit conduit à la trouver. Et il met souvent des mois et des années à trouver sa mine. Et un beau jour, il est inspiré d'aller à un endroit pour trouver son minerai. Alors son minerai, il le trouve, il lui en faut en gros une centaine de kilos. Une centaine de kilos de business. Et puis il faut chauffer avec du charbon de bois. C'est pour ça qu'on a des tas de gens qui se ruinaient à être alchimistes. Seulement évidemment, ils étaient mus par l'appât de l'or, et ils se ruinaient momentanément afin de s'enrichir par la suite. Alors ça crée donc une espèce de lien comme ça, mais un lien qui est entretenu par qui vous savez, c'est pas possible autrement, n'est-ce pas? Et il procède ainsi au travail alchimique. Il faut prendre du minerai, il faut y incorporer un feu. Alors le feu qu'on va y incorporer naturellement, c'est un feu matériel, mais c'est aussi un feu qui doit être un feu spirituel. Et pour le rendre spirituel, on lui incorpore des tas de trucs. Alors il faut se donner un mal absolument sensationnel, et la moyenne de temps pour obtenir de la pierre philosophale, c'est une vingtaine d'années de trituration. La substance passe par des couleurs qui sont énumérées. Il paraît que c'est les mêmes couleurs qui repassent, ça m'étonne, parce que moi j'ai vu des énumérations de couleurs successives, ben, c'est pas la même chose d'un traité à l'autre. Alors ça passe par le rouge, ça passe par et ça passe finalement par le noir. Et c'est ça qu'on appelle le travail au noir. Voyez-vous, c'est-à-dire être arrivé à travailler la matière jusqu'à ce qu'elle ait atteint ce noir. Alors quand elle a atteint le noir, elle est toute proche de ressembler à de l'or. Et à ce moment-là, on en prélève un peu et elle est apte à se dissoudre dans du verre. Bon, vous en prenez un peu et vous la faites dissoudre dans du verre. Et ce verre, quand il est porté au chaud, dissout cette substance qui est déjà pré-philosophale, et une fois qu'elle est contenue dans du verre, elle donne une nuance mauve, phosphorescente à l'obscurité, et c'est cette substance qui, broyée dans un machin d'agate, hein, enfin un pilon d'agate, fonction d'agate, donne la poudre de projection. Et c'est cette poudre de projection que vous projetez sur votre argent fondu, ou sur votre plomb fondu, ou sur votre mercure, et c'est cette poudre de projection qui, en un quart d'heure, vous donne de l'or. Ça, c'est rapide, alors. Mais c'est pour obtenir la poudre de projection. Et alors, les scories du feu, mais pas du feu, mais les scories de ces 100 tonnes, non pas de ces 100 tonnes, mais de ces 100 kilos de substances que vous avez, parce qu'il y a des scories dans tout ça, bien entendu, eh bien, vous les filtrez 7 ou 8 fois avec de l'eau distillée, de l'eau distillée, ou bidistillée, ou tridistillée, j'en sais rien, et vous obtenez comment ça s'appelle, l'or potable de Paracelse, de tous ces l'or potable qui est la panacée, et qui servira à guérir, et puis aussi qui, traité d'une certaine façon, alors vous servira d'élixir de longue vie. Alors vous voyez toute cette manipulation. Et ça suppose un état d'esprit particulier, mais... Alors, ont-ils obtenu des résultats? Moi, je pense. Parce que tout de même, il y a des gens comme Bossuet, des gens comme saint Thomas d'Aquin, des gens qui ont cru à la réalité de cet or-là, la réalité de ces travaux alchimiques. Alors, les gens qui réussissent à faire de l'or sont nommés des adeptes. Et ceux qui ne réussissent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne réussissent pas, même au bout de 20 ans, ben, ils déclarent forfait, alors ceux-là, on les appelle les souffleurs. Ils ont soufflé pendant 20 ans sur leur machin, on les appelle les souffleurs. Et lui, il n'est que souffleur, mais moi, je suis adepte. Et alors, y a-t-il une confrérie d'adeptes? Ça, je ne sais pas. Parce qu'en matière d'alchimie, on peut rien dire. Mais toute cette activité, c'est en vue d'obtenir, je vous dis, une transmutation, non plus seulement du métal, mais de la matière d'une façon générale. Et c'est à ce point que la CIA
devant les expériences faites par Fulcanelli, a envoyé une délégation de 3 types qui sont venus surveiller Fulcanelli dans l'usine à gaz de Suresnes, où il avait un laboratoire. Mais c'est après que Fulcanelli a disparu. Alors c'est pas en faveur de sa réussite. Alors tout ça est très bizarre, mais ce qui est certain, c'est que des gens comme maintenant encore Raymond Abellio se servent de l'alchimie opérative comme base de raisonnement métaphysique, comme c'est le cas d'Abellio, donc, dans la préface de L'or du millième matin. L'or du millième matin, c'est un traité d'alchimie qui est préfacé par Raymond Abellio.